bon là. Ouais, c'est bon pour moi. Le recorder est. Ok, allez, 10. Bonjour. Ah bah j'arrive au bon moment. Non, Déjà, ça a commencé. ça commence. Ah, ça commence. 5, 4, 3, 2, 1. Générique. Bonjour à tous, voici les titres. Ça sent la fin. Ce matin s'est tenu le dernier conseil des ministres du quinquennat. François Hollande et Emmanuel Macron ont également rendu hommage aux victimes de l'esclavage, l'occasion pour François Hollande de rappeler à Emmanuel Macron l'importance du lien social. Le Parti socialiste dans la tourmente. Alors que le parti tente de se préparer aux législatives, Benoît Hamon veut lancer son propre mouvement alors que Manuel Valls veut rejoindre celui d'Emmanuel Macron. Le rosé au centre de toutes les tables cet été. Qu'est-ce qu'un bon rosé et comment le choisir? Élément de réponse dans notre journal. Ici, c'est Paris. Qui a le droit d'utiliser le mythique slogan des supporters du Paris Saint-Germain? C'est la question à laquelle le tribunal de grande instance de Paris a tenté de répondre. Morgane Bonnat et Tom Rossi s'y sont rendus. J-5 avant que François Hollande ne rende les clés de l'Élysée. Aujourd'hui se tenait le dernier conseil des ministres, l'occasion pour eux de se livrer aux traditionnelles confidences sur ces 5 années. Carole Sauvage. C'était la dernière fois qu'ils étaient tous réunis dans le salon Murat. François Hollande a présidé ce matin son ultime conseil des ministres entouré des 37 membres de son gouvernement. Quelques minutes plus tôt, Ségolène Royal se disait confiante sur la reprise des dossiers par le futur président Emmanuel Macron. C'est quand même une excellente nouvelle pour la France, l'élection d'Emmanuel Macron, et je sais que les combats vont continuer, les sujets vont continuer, donc je sais que le travail ne sera pas détruit. Une dernière poignée de main avec le président de la République sur le perron de l'Élysée ou une dernière bise chaleureuse, chacun des ministres y a eu droit et ils garderont tous un souvenir ému de ce lieu de pouvoir qu'ils s'apprêtent à quitter. Le président nous a dit « Soyez fiers du travail accompli, c'est sur ce socle-là qu'on bâtira une nouvelle France ». Le Conseil des ministres s'est terminé avec un moment d'applaudissement, debout, de l'ensemble du gouvernement. J'ai senti très attentif à ce que le pays allait devenir. Pour définir ce quinquennat imprévisible. Imprévisible. Une der aussi pour François Hollande qui remettra dimanche les clés de l'Élysée à Emmanuel Macron. Mais ils ne sont pas les seuls à donner leur avis sur le quinquennat de François Hollande, dont la cote de popularité a souvent été au plus bas. Que restera-t-il du président? Élément de réponse avec Tom Hundenstock et Thibaut Godet. Il a promis le changement, place de la Bastille. 5 ans plus tard, François Hollande s'est heurté à l'exercice du pouvoir devenu solitaire. Pour les Français, quelques images marquent déjà son mandat. Il a toujours plu au moment où il se présentait quelque part. Après la pluie, plus d'éclaircies, rapidement son image se ternit sur des questions publiques comme privées. Un président assez peu présent, à part un peu médiatiquement avec une histoire de scooter. Pris en flag, un petit dérapage de vie, voilà, bon, rien de grave en soi. Hein. Une de ses plus grandes promesses, l'inversion de la courbe du chômage ne sera jamais vraiment tenue. Mais il maintient une aura présidentielle sur la scène internationale et lors des attaques terroristes. Pendant les attentats, il a quand même bien géré la situation dans le sens où il a réussi à calmer le jeu, à pas trop faire de récupération politique. Seul le temps dira aux Français quelle image restera dans leur mémoire et s'il saura trouver sa place dans l'histoire. Certains, en tout cas, en sont déjà convaincus. Parce qu'il y a ces mariages pour tous, il a été à l'écoute, il a su tenir compte des gens, il a su valoriser, il a su discuter, échanger, respecter. Et pour moi, c'est un homme humain. Humain, trop humain, c'est peut-être ce qu'on reproche le plus à François Hollande. Bien loin des scènes de liesse sur cette place de la Bastille il y a 5 ans au soir de son élection, bien loin du candidat ennemi de la finance, mais peut-être qu'en France, dans le fond, on aime plus les candidats que les présidents. Un bilan mitigé donc que François Hollande laisse à son successeur Emmanuel Macron.
avec qui il s'est rendu aujourd'hui au Jardin du Luxembourg. Ils ont célébré ensemble la 12e journée nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur commémoration. Pendant la marche, accompagnés du président du Sénat Gérard Larcher, François Hollande et Emmanuel Macron ont échangé quelques mots à voix basse. Écoutez bien et tendez l'oreille. Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Il s'entraîne pour l'événement et il se prépare. Ça va? Oui, j'organise. Aussi. Donc on va continuer. Ça va aller vite, ouais, c'est ça. Alors qu'Emmanuel Macron se prépare à sa nouvelle vie de président, les prochains jours de Manuel Valls s'annoncent, eux, difficiles. Rejeté par En Marche et menacé d'exclusion par le Parti socialiste, l'ancien Premier ministre pourrait bien se retrouver sans parti. Valentin Leroux. Plus personne ne semble vouloir de Manuel Valls. Après l'annonce de sa candidature pour la majorité présidentielle lors des législatives, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé que l'ancien Premier ministre pourrait être exclu du Parti socialiste. Il y a une procédure en cours, c'est-à-dire qu'il est devant la commission des conflits qui va rendre son avis dans quelques jours ou quelques semaines. Il est déféré devant la commission des conflits. Ce matin, personne au PS ne semble étonné par cette annonce. Les procédures, je veux dire, mais elles ne font qu'entériner des situations. Je veux dire, Manuel Valls a dit lui-même qu'il considérait que le Parti socialiste était fini et qu'il le quittait. Voilà, c'est tout, point à la ligne. Il y a toujours des gens pour exclure, je préfère qu'on rassemble. C'est Manuel Valls qui se sépare du Parti socialiste. Voilà, il faut en prendre acte. Devenir un candidat de la République En Marche sera plus compliqué que prévu pour Manuel Valls. Sa décision a été froidement accueillie par le mouvement d'Emmanuel Macron. Les règles s'imposent à tous, y compris Manuel Valls. Et à ce jour, il n'est pas dans les critères d'acceptation de sa demande d'investiture. Et donc, dans le cas très précis, aujourd'hui, la Commission nationale d'investiture que je préside ne peut pas analyser la candidature de M. Valls. L'annonce tardive de Manuel Valls pose d'autant plus problème qu'un candidat En Marche avait déjà été choisi pour la circonscription de l'Essonne, dans laquelle l'ancien Premier ministre souhaite se présenter. Jean-Paul Delevoye a aussi déclaré que la République En Marche n'avait pas pour vocation de recycler les politiques de la majorité sortante. Après son coup de poker, l'ancien Premier ministre se retrouve isolé sur la scène politique française. Et l'ancien Premier ministre n'est pas le seul à vouloir déserter le Parti socialiste. D'autres pourraient bien vouloir prendre leur distance. Bonjour Constance Bernauer. Bonjour. Alors, est-ce que c'est la fin du Parti socialiste? Alors, la fin peut-être pas, Colline, mais une plaie béante est bien en train de grignoter les entrailles du PS. Après Manuel Valls hier, c'est cette fois-ci Benoît Hamon qui enfonce lui-même un poignard dans le cœur du parti qu'il voulait faire battre lors de sa campagne. Il a annoncé aujourd'hui le lancement d'un mouvement transpartisan et citoyen. L'objectif, selon lui, est de reconstruire une gauche inventive qui dépassera les étiquettes politiques. Et il n'est pas le seul à voir sa vie politique loin du PS. Qui sont ces autres déserteurs, Constance? Ce sont 3 femmes qui se sont battues justement aux côtés de Benoît Hamon lors de sa campagne. Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Martine Aubry, la maire de Paris, celle de Lille et l'ancienne ministre lancent elles aussi leur mouvement. Il s'appelle Dès demain. C'est un mouvement qui se dit humaniste, mais elles affirment que ce n'est pas un parti. Il rassemblerait déjà près de 200 personnalités politiques avec parmi elles encore des élus du PS comme Luc Carvounas, Mathieu Hanotin ou l'ex-ministre Marie-Lise Lebranchu. Bilan, en 2 jours, le PS a déjà perdu 6 de ses leaders. Si cette blessure n'est pas rapidement cautérisée, l'infection risque bien de se propager et tuera sa proie définitivement. Merci Constance. Du côté d'En Marche, la machine des législatives s'est mise en route depuis déjà bien longtemps. Les élections sont un enjeu important pour le mouvement qui n'a encore aucun député. Et pour le devenir, il y a certains critères à respecter. Guillaume Torel. La République En Marche a reçu 16 000 candidatures. Mais pour être officiellement investie, plusieurs critères sont nécessaires. Dans un peu plus d'1 mois, nous voterons pour le renouvellement de nos députés. Au total, 577 sièges sont en jeu pour autant de candidats. La moitié d'entre eux seront issus de la société civile. En clair,
Ils n'auront donc jamais été élus à l'Assemblée nationale auparavant. La parité réelle sera également mise en place même dans les circonscriptions favorables où le président élu est quasiment assuré de remporter le scrutin. Ces candidats pourront être encartés dans d'autres partis politiques, comme au Parti socialiste ou chez les Républicains par exemple, mais aucune mention ne devra figurer sur les affiches et les tracts. Les candidats investis seront obligés de signer un contrat d'engagement avec la nation. Autre critère, la probité, les casiers judiciaires des candidats devront être vierges pour espérer entrer au Parlement. Les candidats investis, eux, seront connus demain midi. Chez les Républicains, le temps est également aux législatives. Les membres influents du parti se sont réunis aujourd'hui pour débattre des idées qu'ils proposeront à ces élections. Carole Sauvage, vous êtes devant le siège des Républicains. Qu'est-ce qu'il ressort de cette réunion ? Les ténors de la droite ont présenté ce matin à leur QG rue de Vaugirard le programme pour les élections législatives. L'objectif, obtenir une majorité absolue au Parlement et imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, chargé de la bataille des primaires. Législative propose de réduire le nombre de parlementaires, un contrat de modernisation et de transparence de la vie publique, ainsi que la révision de la fameuse directive sur les travailleurs détachés, des propositions qui ne sont pas sans rappeler celles de l'ancien candidat Emmanuel Macron. D'autres propositions plus droitières ont été également à l'ordre du jour, comme la réduction de moitié de l'immigration en France, ainsi que le rétablissement des peines planchers, mesure sarkozyste. Ce changement de programme intervient alors que les Républicains sont divisés sur la ligne à adopter face à Emmanuel Macron pour les prochaines élections. D'un côté, nous avons la ligne dure défendue par François Baroin qui lui veut exclure tous ceux qui seraient tentés de se présenter sous l'étiquette En Marche. Et de l'autre, nous avons ceux qui sont prêts à travailler avec le prochain gouvernement comme Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire ou Édouard Philippe, pressenti comme l'un des favoris pour devenir Premier ministre. C'est un adieu à ses électeurs. Marion Maréchal Le Pen a annoncé aujourd'hui dans une lettre publiée par Vaucluse Matin et sur Twitter qu'elle quittait la politique. Et les réactions du parti ne se sont pas fait attendre. Constance Bernoer. Une carrière express pour Marion Maréchal Le Pen. À seulement 27 ans, elle choisit de se retirer de la vie politique. Une vie qui l'empêcherait d'assurer son rôle de maman comme elle le voudrait. La députée du Vaucluse aspire aujourd'hui à travailler dans le privé. Une décision jugée désolante par son grand-père Jean-Marie Le Pen. S'il n'y a pas de raison gravissime à cette décision, je considère que c'est une désertion. Une déception donc pour le président d'honneur du FN, mais un choix dit respectable pour plusieurs députés du parti, comme Gilbert Collard, Florian Philippot ou encore David Rachlin. Marine Le Pen, elle, soutient sa nièce via son compte Twitter. La présidente du FN affirme qu'en tant que mère, elle comprend sa décision. D'autres pensent à l'avenir du parti et voient une des députées les plus populaires s'envoler. Bon, je le regrette parce que je pense qu'on a besoin d'elle aussi au Parlement. Elle était une excellente députée. J'espère que si elle prend la décision d'exercer plutôt une activité privée, j'espère qu'elle reviendra à un moment ou à un autre dans le débat politique. Prochaine étape pour Marion Maréchal Le Pen, démissionner de son poste de députée FN dans le Vaucluse et devenir officiellement civile. Lui n'avait pas choisi de partir. Aux États-Unis, James Comey, le directeur du FBI, a été limogé par Donald Trump. Le président américain n'aurait pas apprécié l'enquête faite par James Comey sur les liens entre la Russie et l'équipe de campagne du président. Mais officiellement, c'est l'affaire des emails d'Hillary Clinton qui aurait précipité le départ de James Comey. Il est accusé par Donald Trump d'avoir été trop complaisant avec l'ancienne candidate démocrate à l'élection présidentielle. Valentin Leroux, vous êtes en direct de Washington. Comment l'annonce a-t-elle été accueillie aux États-Unis ? Ici à Washington, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Bien sûr, l'opposition démocrate conteste la décision de Donald Trump, le président américain. Beaucoup des élus estiment qu'il s'agit d'étouffer l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle de l'année dernière. Bernie Sanders, par exemple, le sénateur du Vermont,
voit une tendance de l'administration à cacher la vérité. Mais encore plus inquiétant pour Donald Trump, que le malaise se répand dans son propre camp. Le sénateur John McCain s'est dit déçu par la décision du président avant de se prononcer pour la création d'une enquête parlementaire. Richard Blur, le chef du renseignement au Sénat américain, s'est quant à lui dit troublé par l'étrange timing de cette révélation. Mais ce matin, il y a une nouvelle information qui choque les Américains, celle du New York Times. Selon le quotidien américain, James Comey, le directeur du FBI, aurait appris la nouvelle hier soir en regardant les informations à la télévision. Une drôle de façon d'apprendre son limogeage. Retour en France, c'est un triste constat que délivre aujourd'hui l'association SOS Homophobie. Après 2 années consécutives de baisse, les actes de discrimination envers les personnes homosexuelles ont fortement augmenté. Bonjour Lola Baudin-Adriaco. Bonjour Colline. Comment a évolué l'homophobie en France cette année ? Eh bien oui, c'est un triste constat. En un an, les témoignages d'actes homophobes et transphobes ont augmenté de près de 20%. Alors, la plupart sont souvent verbaux, mais tout de même, SOS Homophobie a constaté 121 cas d'agression physique en 2016. C'est quand même assez conséquent. Autre fait marquant, il s'agit d'une année noire pour la communauté transgenre française, puisque en 2016, les discriminations envers les transgenres ont augmenté et ils ont doublé en fait en 2016. Et quel est le cadre de ce genre de discrimination ? Alors, ça peut se produire au travail, à l'école ou bien même en allant chercher votre baguette. En fait, la plupart des lieux publics peuvent être le théâtre de ce type d'insultes. Mais tout de même, SOS Homophobie a constaté que ce qui était le plus surprenant, c'était que la toile était devenue le défouloir des intolérants. Près de 320 discriminations sur Internet ont été relevées, ce qui est quand même tout de même conséquent. Par exemple, sur Twitter, on peut trouver des propos haineux, notamment le hashtag « Les homosexuels doivent disparaître » ou bien « Ensemble, luttons contre les PD ». Oui, des mots bien fleuris qui échappent le plus souvent à la législation. Alors, l'association déplore la persistance de cette homophobie ordinaire. En revanche, elle n'est pas tout à fait surprise de ce constat, puisque le débat autour de la manif pour tous a suscité de vifs débats qui se sont poursuivis jusqu'à la présidentielle. Après l'élection d'Emmanuel Macron, 4 jours après, SOS Homophobie appelle le nouveau chef d'État et le futur gouvernement à prendre ses responsabilités. Merci Lola. Cap sur la capitale maintenant, et ces traditionnels cadenas qui se retrouvent une fois de plus au cœur de l'actualité. Après avoir été enlevés par la mairie, ils vont être maintenant vendus aux enchères. Thibault Lambert et Laura Dulieu sont allés voir ces cadenas d'amour. Des milliers de cadenas, pas sur un pont cette fois, mais dans une exposition, pendant 3 jours au Crédit municipal de Paris. Ces objets symboles d'un amour vieux ou éphémère, ou même d'un heureux événement que des passants ont voulu immortaliser dans la capitale. Après 2 ans sans voir de public, ils retrouvent enfin la lumière. Tous ces cadenas étaient un peu en vrac, stockés dans des entrepôts de la mairie de Paris, à ciel ouvert ou fermé, dans des grands sacs qui pesaient des tonnes. Et donc il a fallu dans un premier temps qu'on sélectionne justement ce qui était exploitable, ce qui n'était pas le cas de beaucoup. Ils seront revendus aux enchères à partir de samedi. Pour la bonne cause, la somme sera reversée à des associations pour les réfugiés, comptée entre 150 et 200 € pour une simple grappe. Mais pour les grilles, les clients devront débourser une certaine somme. Nous avons 15 grilles de cadenas et donc on en a 3 présentes ici qui sont estimées entre 5 et 8 000 €. On n'a touché à rien du tout. Elles ont juste été montées sur des chariots en bois qui rappellent un peu l'idée du pont et qui soutiennent un peu la grille parce que c'est très très lourd, ça pèse 470 kg pour celle-ci. Le Pont des Arts avait été vidé de ses cadenas d'amour pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, cette mode continue autour de la statue d'Henri IV. L'initiative de la ville ne réjouit pas les touristes. Je préfère qu'elle restait comme ça parce que c'est très joli et je pense qu'en Paris seulement, les gens qui mettent les cadenas. Personnellement, je n'aimerais pas que mon cadenas d'amour soit vendu aux enchères. Mais de toute façon, je ne sais pas si j'en aurais posé un moi-même. Je trouve ça un peu ringard.
Pour les plus nostalgiques, il ne reste plus que quelques jours pour acheter un souvenir du Paris des amoureux. Et comme vous le savez, le printemps, c'est la saison des amours. Mais pas seulement, c'est aussi celle de l'arrivée du rosé. Si la boisson estivale est à boire avec modération, elle est aussi celle que les Français consomment le plus. Entre détente et luxe, avec des glaçons ou sans, le rosé a toujours sa place à l'apéritif. Bruno Luce. Au programme dans les calanques de Cassis, bain de soleil sur la plage, restaurant au bord de la Méditerranée et vin rosé toujours apprécié dans le verre. Il est fruité mais léger, vous voyez, et en même temps un peu sec. Moi je l'apprécie comme ça, avec le soleil, c'est la détente. Voilà. C'est agréable à boire le midi, essentiellement, ou à l'heure de l'apéritif. On trinque à son arrivée. Le prix du vin de l'été a augmenté de 17% la bouteille depuis 2008. Les Français sont les plus gros consommateurs de rosé du monde. Les ventes progressent et se diversifient en grande surface. L'offre en vin rosé est très large. Vous avez du premier prix autour d'1,40 €. Vous avez une belle bouteille à 6 € et un médaillé rosé autour de 15 €. Longtemps parent pauvre des amateurs de grands crus, la Provence a redonné à ce vin ses lettres de noblesse. 35% des rosés en proviennent. Une production qui rapporte gros et qui devient une affaire sérieuse pour les viticulteurs. La région tient à son nouveau chouchou de luxe. Vieilli en fût, dégusté dans un verre ballon sans glaçons et bien aéré. La spécificité du rosé de Provence, c'est déjà qu'on vit rosé, on ne pense que rosé. Ça veut dire qu'on choisit nos cépages, on choisit nos clones, nos porte-greffes pour faire des rosés, contrairement à beaucoup de régions qui, elles, font du rosé par opportunité commerciale, parce que c'est vrai que le marché est important aujourd'hui. En Provence, on raisonne Provence de A à Z. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, les vignes provençales consacrent 87% de leur production au rosé, un vin qui coule à flot dans les verres en été, toujours idéal pour trinquer sur la plage. Et il n'y a pas que dans le sud qu'on peut profiter de la nature. Elle revient au printemps et elle pousse d'ailleurs à Paris. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais 73 hectares sont végétalisés hors sol en Île-de-France. C'est l'équivalent de 100 terrains de football, un phénomène qui séduit de plus en plus les grandes villes. Lola Baudin-Andréaco et Marie Le Chapelet ont mis la main à la terre. L'agriculture urbaine suscite l'engouement et l'association Pépin Production l'a bien compris. C'est dans le village solidaire des Grands Voisins, dans le 14e arrondissement de Paris, que l'on retrouve Pierre. Il cultive un potager perché à 30 mètres du sol. Pourquoi la toiture ? Parce qu'en ville, il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, on utilise des espaces qui sont libres et sur lesquels on va pouvoir créer des nouveaux usages, des nouveaux types d'occupation, dont la culture, par exemple, ici en pépinière. Depuis 2 ans, l'association revalorise plus de 300 espèces rares, leurs valeurs, biodiversité et rusticité. 250 adhérents s'y reconnaissent déjà. Il va y avoir des gens qui vont vouloir venir pratiquer une activité un peu différente et jardiner à Paris. Voilà, tout âge, tout sexe, toute origine, c'est divers et ouvert. Ici, on plante, on repique et on vend. Le maître mot, le circuit court. On le sent en arrivant, le compost est fait ici, les graines bio viennent du coin et les plants rejoignent les toits végétalisés de Paris. On essaie de favoriser au maximum tout ce qui est local, français en général, et le but, voilà, c'est de créer notre production pour fournir un maximum de chantiers, pépiniéristes, etc., que ce soit vraiment des plantes adaptées à Paris. Des plantes adaptées à Paris et à ses habitants. Le but pour eux, se réapproprier la nature. S'intéresser au végétal, mettre les mains dans la terre, commencer à comprendre comment les plantes poussent, le cycle de vie de la plante, c'est quelque chose de très instinctif. Ça nous ramène un petit peu à notre côté primitif. Et finalement, c'est une source de plaisir très directe. Un plaisir qui va continuer à être partagé puisque Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut reconquérir plus de 80 hectares de toits. Après le bain de soleil, place à la musique avec le chanteur de Gaza. L'histoire vraie d'un jeune Palestinien prêt à tout pour participer à un télécrochet télévisé en Égypte. Bonjour Bruno Luce. Bonjour Colline. Vous êtes allé voir ce film dont le héros, je crois, est devenu une véritable star mondiale. Il a été surnommé le Tom Cruise d'Arab Idol, ce nouvel star du monde arabe. Sous sa mèche brune, Mohamed Assaf est devenu un phénomène. En 2012, il a remporté la 2e saison de l'émission. Le chanteur de Gaza, film palestinien Dani Abou Assad, retrace le parcours de ce prodige de 23 ans.
Il a grandi dans un camp de réfugiés, a commencé sa carrière en chantant dans les mariages, les fêtes privées et a connu misère et guerre. Mais Mohamed Assaf croit en son talent. Il parvient à fuir Gaza pour les auditions d'Arab Idol en Égypte. Je vous propose de voir la bande-annonce. يلا يا محمد عجل بعد 5 دقايق اعلان نتائج بدنا ادوات موسيقيه. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. إذا بتحلمي بدك تعمل فرقه موسيقيه وبغزة في هذا الوقت طلع انك مجنونه. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمه، ماشي؟ الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج أرب آيدل. أنا لازم أروح مصر. أنا لازم أطلع من هذا المكان قبل ما يخلص علي. شو هالمخاطرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أمل أنت لازم تعمل. وهلا بدنا ننتقل لابن غزة ابن فلسطين محمد أسد. Dans la veine de Slumdog Millionnaire et ses 8 Oscars en 2009, le chanteur de Gaza relate une success story. Et comme le héros de Danny Boyle, Mohamed Assaf se réalise grâce à la télévision. Cette comédie dramatique d'1h30, parfois maladroite, réussit pourtant, au détour de quelques scènes de suspense, à faire sortir quelques Kleenex. Est-ce que le film n'est qu'un feel-good movie familial ? Non, il y a une dimension politique. L'engagement du réalisateur pour la cause palestinienne est connu. Émigré aux Pays-Bas, ce Palestinien tourne et finance au maximum ses films dans cette région. Le chanteur de Gaza traite du conflit israélo-palestinien, parfois avec gravité, parfois avec humour. Hani Abou Assad a choisi un acteur israélien, Tawfik Marom, pour jouer le rôle titre. Le film évoque aussi la condition des femmes, impossible pour elles de faire de la musique. Mais rassurez-vous, l'histoire s'achève sur une bonne note. Mohamed Assaf est devenu ambassadeur de l'ONU pour les réfugiés de Palestine dans le monde arabe. Merci Bruno. Eux aussi, ils veulent être célèbres en ressemblant à leur idole Donald Trump. À Las Vegas, les imitateurs du monde entier se sont réunis pour un concours de sosie surréaliste. Bruno Luce. Vous ne rêvez pas. Donald Trump s'est multiplié. Vocabulaire, attitude, tout est passé en revue. And people started handing me red checks. We gotta get rid of ISIS. ISIS. Who here voted for Hillary Clinton? Le public savoure ce défilé de sosie, une compétition jubilatoire. Tout est dans l'attitude. Vous voyez, je suis formidable, je suis fantastique, je suis incroyable. Il faut être orange et avoir une coupe de cheveux improbable. Mais je ne vais pas vous dévoiler tous mes secrets. Le jury doit trancher entre les copies d'un original déjà exubérant. Il n'est pas comme les autres, il est totalement lui-même et c'est ça qui le rend drôle. C'est l'humoriste américain John DiDomenico qui remporte le prix. Tomorrow, 390 million of them. Everything. Une interprétation fidèle. Ne reste plus qu'à dénicher des Melania Trump pour compléter la photo. Il fallait s'y attendre, les Monégas se sont inclinés 2-1 hier face à la Juventus de Turin, avec déjà 2-0 à l'aller. Pour le club italien, la victoire était donc compromise. La Juventus de Turin accède, elle, au quart de finale de la Ligue des Champions. Football toujours, ce n'est pas deux équipes qui s'affrontent cette fois, mais un club et ses supporters. Aujourd'hui se tenait le procès opposant le PSG et un club de supporters ultra. En cause le slogan « Ici, c'est Paris » que chacune des deux parties revendique. Explication de Morgan Bonda et Tom Rossi.
Un chant emblématique des supporters du Paris Saint-Germain se retrouve devant le tribunal de Paris. Ici c'est Paris, un chant devenu slogan et même une marque déposée en 2008 par une association de supporters. Sauf que le PSG souhaite la récupérer et a saisi le tribunal pour déchéance de marque. Loin de vouloir interdire l'utilisation du slogan, les supporters veulent simplement que personne ne puisse se l'approprier. Le but de l'association, c'est que ce slogan et cette chanson continuent d'appartenir aux supporters et même qu'elle continue d'appartenir aux Parisiens en général. Voilà. Ce slogan, c'est avant tout une marque identitaire pour les supporters, un signe d'attachement à leur ville et à leur club, né spontanément. C'est à l'époque de PSG Galatasaray en 2001, on est au parc, il y a des Turcs un peu partout en tribune, ça part un peu en vrille et c'est une forme de cri de guerre qui part de la tribune avec Ici c'est Paris. La fracture est bien réelle entre les ultras et le PSG, et cette tentative d'appropriation n'est pas une première. On peut le voir aussi avec le Haut-Ville Lumière, qui est le chant d'entrée des joueurs, il me semble bien, qui est une création des Blue Boys. Bref, le club a souhaité en fait s'approprier toute la culture supporter pour en tirer des profits. À la boutique du Parc des Princes, le club vend déjà depuis 2010 des produits dérivés Ici c'est Paris. L'enjeu de ce procès pour le PSG, c'est d'avoir un monopole sur cette vente, une situation qui agace ce supporter. Ici c'est Paris, ça appartient à tout le monde et puis quand on est au parc, on le chante tous. Pour les ultras, cette appropriation de leur chant est un coup dur, un de plus après leur interdiction de stade, formulée juste avant l'arrivée des Qataris en 2011. En rugby, c'est la poule de la mort pour le 15 de France. Ce matin, à Kyoto, au Japon, s'est déroulé le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en 2019. La France va devoir affronter, entre autres, deux adversaires de taille, l'Angleterre, qui est considérée comme la deuxième meilleure équipe au monde de rugby, et l'Argentine, demi-finaliste en 2015. Rappelons que seules les deux meilleures équipes seront qualifiées pour les quarts de finale. Et demain, ce sera la pluie et le soleil qui s'affronteront, Laura Dulieu. Avez-vous profité du soleil aujourd'hui, Colline ? Eh bien oui, un petit peu. Eh bien tant mieux parce que demain, c'est fini. Enfin, ça ne changera pas grand-chose pour le sud-ouest, déjà bien sous les orages ce soir. Des orages qui remonteront demain matin sur la côte ouest. Et puis les sols ont besoin d'eau, alors les deux tiers sud du pays seront sous la pluie. Pour une fois, nos amis du Nord seront chanceux et verront quelques rayons de soleil, mais pas pour longtemps, pas de jaloux, les orages, c'est pour tout le monde. Dès le début d'après-midi, et surtout, est-ce utile de préciser que la Bretagne et l'Est de la France seront, eux, toujours sous la pluie. Alors on sera mouillé, mais aura-t-on froid demain ? Plus qu'aujourd'hui en tout cas. Les températures seront stables par rapport à aujourd'hui. Entre 14 et 20 degrés sur l'ensemble du pays demain matin, l'atmosphère sera lourde toute la journée, la faute aux orages. Les Parisiens devront faire avec 20 degrés très lourds et les Marseillais avec 20 degrés très mouillés. Et pour que tous nos téléspectateurs s'y retrouvent, les Corses de Saint-Pierre-Vénaco auront 19 degrés, les Lyonnais devront se contenter de 15 degrés, il fera 16 petits degrés à Cordemais malgré la centrale à charbon, la même chose aux Herbiers et à Bruges qui sont tout proches, 19 degrés à Évry, là-haut en Normandie il fera 17 degrés dans le petit village de Kibou, et si on va jusque dans le sud-ouest à Guétari, on aura jusqu'à 21 degrés. Et incroyable, dans la toundra à Colmar, il fera 21 degrés également. Et enfin, il fera 17 degrés à Thouars, dans le si joli nord de Sèvres du 79. Et une fois n'est pas coutume, nous fêterons demain un joli prénom, les Estelles seront à l'honneur. Merci Laura. Et Louis Duménil nous rejoint pour l'horoscope. Bonjour Colline. Bonjour Louis. Alors, quelles sont les prévisions ? Alors, on commence cet horoscope ensoleillé par les taureaux avec une breaking news niveau forme. Votre foie va se rebeller. On vous conseille donc du thé matcha si vous habitez Pigalle ou un bon fond de pastis pur si vous habitez ailleurs. A l'inverse, pour les cancers, on vous promet une belle vitalité, gare toutefois au coup de soleil, au coup d'amour, au coup de je t'aime. Pour les lions comme moi, niveau réussite, vous penserez que votre vie professionnelle tourne mal. Un changement est prévu bientôt. Un horoscope visiblement optimiste. Traduction, tu vas bientôt faire la queue chez Pôle emploi. Ticket numéro 118. Pour les vierges, niveau forme, c'est la forme et visiblement pas le fond. Balance côté cœur, cette journée marquera
Le renouveau de votre vie affective. Dans le Nord, on appelle ça coucher avec sa tante, ce qui concorde côté forme. Attention, allergie possible. Scorpion, ne confondez pas vitesse et précipitation. Et oui, on est précis à l'IFP. Et enfin, Poisson, vous pourrez apprendre des choses utiles pour l'avenir. Bon, en tout cas, pas avec Thibaut Malandrin. Merci Louis, et je suis sûre que vous êtes trop dur. Merci à tous, c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Laura Dulieu. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée.